Je voulais juste raconter une histoire que moi-même j'avais vécue, une histoire personnelle. Moi-même j'ai été étudiant, j'ai été élève et j'avais connu les mêmes problèmes que j'ai décrits dans le film. L'envie de faire ce film est partie de là, de raconter une histoire que j'avais vécue moi-même à travers un film. Alors ensuite, il a fallu l'écrire, il a fallu trouver des moyens pour le faire. Et c'est ça qui n'a pas été facile. Il aura fallu 4 ans pour pouvoir réunir les moyens nécessaires à pouvoir faire ce film. Le but ultime, c'était tout simplement de raconter l'histoire de jeunes de la ville où je suis né qui essayent de passer un examen très important, l'examen d'État, et à leur façon, vu qu'ils n'avaient aucun appui, aucun soutien. Le système d'éducation au Congo, c'est en fait un système hérité de Belges, parce que les Belges sont les colonisateurs du Congo. Donc on a un système calqué sur le modèle belge, sauf qu'il n'a pas évolué depuis. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, on continue à utiliser le même système légué par les Belges. Alors la situation socio-économique du pays ayant profondément changé, l'éducation n'est plus adaptée à la réalité actuelle du pays. Ce qui fait que l'examen d'État que j'ai décrit dans les films, que nous voyons dans le film, demeure un des examens les plus importants pour les jeunes qui veulent aller à l'université. Donc le système est fait qu'on a 6 ans d'école primaire, je ne sais pas l'équivalent en Roumanie. Ensuite, vous avez 6 ans d'école secondaire et avant de monter à l'université, vous devez absolument obtenir le diplôme d'État. Sans ce diplôme d'État, vous ne pouvez pas accéder à l'université. Et donc, nous avons ainsi un système qui ne favorise pas forcément la formation parce que tout est misé sur l'obtention de ces diplômes d'État. Normalement, un élève qui veut obtenir l'examen d'État doit être inscrit dans une école. C'est obligé, c'est obligatoire. Il faut être dans une liste d'une école avant de pouvoir passer l'examen d'État. Alors, ce qui se passe maintenant, actuellement, c'est que l'école, en tout cas la plupart des écoles au Congo, ont des professeurs impayés. Les professeurs ne reçoivent plus des salaires de l'État, ce qui fait qu'ils ont déserté des salles de classe. Et beaucoup d'élèves ont tendance à penser que c'est inutile finalement d'aller en classe ou à l'école parce qu'il n'y a pas de professeurs. Dans les cas de l'école que j'ai filmée, on voit la moitié de l'année, il y avait grève des enseignants. Alors que l'examen d'État avait été fixé sur une date donnée. Donc les élèves, la plupart d'entre eux en tout cas, pensent que c'est inutile d'aller étudier vu qu'il n'y a plus de professeurs. Alors, s'ils vont à l'école, quand ils vont à l'école, c'est pour chercher l'inscription utile pour passer l'examen. Une fois que l'inscription est obtenue, ils s'organisent eux-mêmes pour préparer comme ils peuvent cet examen. Dans le cas de l'école que j'ai filmée, c'est une école publique. C'est le frais scolaire, comme on l'appelle. Le frais scolaire ne coûte pas très cher. Donc, pour toute une année, des 10 mois, un élève doit payer, je crois, environ 150 $. Je ne sais pas ce que ça vaut en Roumanie. Et donc, les 150 $, il doit le payer par tranche, mensuellement. Donc, sur 10 mois, donc, il doit payer 15 ou 20 $ par mois. Sauf que c'est très difficile à trouver, les 15 $ pour des élèves, la plupart des élèves et leurs parents. Parce que la plupart de ces parents sont soit au chômage, soit ils sont comme des millions de Congolais en train de vivre au jour le jour. Et c'est très compliqué quand vous avez 3, 4, 6 enfants. C'est très compliqué, ça devient difficile de pouvoir subvenir à tous ces besoins. Et donc, ces salaires, ces frais scolaires
aide à payer les enseignants. Vu que l'État ne paye plus les enseignants, c'est maintenant ce que payent les élèves qui constituent les salaires des enseignants. Alors, le système il est simple pour l'école, pour son fonctionnement. Si les élèves ne payent pas, il n'y a pas cours. Ou ceux-là qui ne peuvent pas payer sont renvoyés à la maison et laissent la place à ceux qui ont payé. Et ça donne lieu à tous les chaos qu'on a pu observer dans le film. Et les élèves qui préfèrent s'investir dans des croyances plutôt que de payer les frais de l'école qui du reste demeurent assez compliqués à trouver. Et ce que je voulais ajouter, c'est aussi un professeur, son salaire de base, c'est 50 $ par mois. Donc, avec 50 $ par mois, imaginez que les loyers modestes au Congo, c'est 30 $. Et imaginez aussi que c'est un père de famille, lui aussi a des élèves, des enfants à envoyer à l'école et qui doit pour chacun payer au moins 20 $. Imaginez les factures d'eau et d'électricité, ce qui rend très très compliqué la tâche pour d'abord le professeur eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas avec ces salaires pouvoir subvenir aux besoins de leur propre famille. Donc on a comme ça des professeurs qui sont plus commerçants, plus businessmen qu'enseignants, vu cette situation-là. Et il faudra encore ajouter que les 50 $ des salaires n'est même pas régulier. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir le percevoir chaque mois. Il arrive souvent que les professeurs soient impayés pendant des 3 ou 4 mois sans salaire. Et donc, on a des professeurs démotivés qui sont devenus commerçants plutôt qu'enseignants. Et en face, on a des élèves qui sont incapables de payer les frais d'enseignement. Et forcément, ça crée les chaos. Voilà. Oui, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a plusieurs lectures à faire du point de vue de ce film. Ce qui m'est passé moi à l'esprit en faisant ce film, c'était un autre questionnement. C'est dire, oui, on voit des élèves ou des enfants abandonnés, se débrouiller pour s'en sortir et en train de lutter pour avancer, mais est-ce que c'est suffisant pour l'avenir d'un pays? Est-ce que cela vaut la peine? Est-ce qu'un pays peut se construire avec cette énergie du désespoir? C'est en fait pour moi la question fondamentale dans ce film. Mais n'empêche qu'il y a plusieurs lectures à faire par rapport à la situation décrite dans le film. Moi, mon rôle étant réalisateur, c'est de poser des questions. Moi, j'ai voulu décrire cette situation pour interroger premièrement le Congolais, que ce soit la classe dirigeante ou la population. Est-ce que nous sommes dans un cercle vicieux? Oui, et c'est d'autant plus écœurant quand on pense que nous ne sommes pas forcément un pays pauvre. Le Congo est un pays extrêmement riche en termes de potentialité qu'il y a. Par contre, malheureusement, la population n'a jamais été riche. La population demeure dans la pauvreté. Et le film aide aussi à interroger cela. Comment est-ce possible, un pays avec autant d'atouts, comment est-ce qu'on s'explique qu'on soit aussi pauvre et qu'on néglige finalement même l'avenir de ce pays? Parce que si les jeunes qui sont censés prendre la relève demain de ce pays sont traités de cette manière qu'on voit dans le film, quasiment abandonnés, et quand ils seront aux affaires, ils vont perpétuer les systèmes. Et évidemment, dans cette allure, on ne saura jamais s'en sortir. Et dans ce sens-là, oui, on est dans un cercle vicieux. Et si on n'y fait pas attention, on risque de ne jamais s'en sortir. Parce que sacrifier la jeunesse d'aujourd'hui, c'est sacrifier l'avenir. Et ainsi de suite. Et malheureusement, si les Congolais ne font pas attention, on risque de rester longtemps dans cette misère infinie. C'est un parcours des combattants, pour tout dire. C'est que faire des films dans un pays où il n'y a même pas de cinéma,
Voilà, ça doit forcément venir d'une volonté et d'une détermination personnelle. Pour mon cas personnellement et les cas d'autres amis avec qui nous évoluons, c'est vraiment des initiatives personnelles. Cette envie ou ces besoins qu'on ressent de s'exprimer, de se filmer soi-même, de filmer les gens avec qui nous vivons, c'est le seul moteur pour l'instant du cinéma documentaire au Congo, malheureusement.